Bonsoir à tous. Alors, pour commencer, j'aimerais attirer l'attention sur le mot partage, comme cela a été annoncé par Laurent Baugerie, plutôt que sur le mot décision, parce que c'est vrai que quand on dit partager un gâteau, on peut dire deux choses très différentes, et même presque le contraire. D'abord, on peut dire qu'on le mange ensemble, on partage un gâteau, ou alors qu'on le divise en autant de parts qu'il y a d'invités, et ces invités d'ailleurs ne sont pas obligés de le manger ensemble, ils peuvent le manger ensuite chacun dans une pièce. Donc on voit bien que dans le premier sens, au sens d'un partage qui découpe, le partage de la décision conduit à ce que chaque décideur revendique un domaine souverain de décision. Le médecin décide pour le médical, le soignant décide pour tout ce qui concerne le soin, le patient décide pour tout ce qui le concerne, le législateur décide pour les lois, etc. Et au final, la décision sera partagée et chacun aura sa part de pouvoir et de reconnaissance. Alors on voit bien que ce partage de la décision conduit finalement à une dilution de la responsabilité. C'est ce qui se passe dans une organisation bureaucratique où finalement la décision est tellement tronçonnée en petites décisions qu'en fin de compte on perd de vue le cap et la décision qui les enveloppe toutes finalement et à laquelle toutes les petites décisions contribuent. Et on voit aussi que ce découpage de la décision peut faire le lit de décisions monarchiques ou oligarchiques, absolument pas partagées justement, quand finalement une personne ou un petit groupe se charge des décisions importantes et que les autres ont seulement pour tâche d'exécuter, de décider, d'exécuter dans une marge de décision très restreinte ces décisions. Donc le partage de la décision doit s'entendre en un sens véritablement démocratique. Le partage de la décision suppose, à rebours de ce découpage de la décision en petites sphères, que la décision soit préparée, prise et assumée ensemble par différentes parties prenantes de cette décision, par tous ceux qui sont concernés par celle-ci. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre ces deux partages de la décision et à penser que la démocratie suppose que chacun puisse avoir sa part de décision. Alors, que partage-t-on dans la décision ? Quand on dit que partage-t-on dans la décision, on suppose que la décision n'est pas un acte monolithique. On suppose que la décision n'est pas réductible à l'acte décisif, l'acte qui tranche, l'acte d'autorité dont on a beaucoup parlé. On dit au contraire que la décision, finalement, c'est tout le processus décisionnel, processus qui n'est pas maîtrisé, qui est fait de rebondissements, de retournements, d'imprévus. Il y a un très bel article de Pierre Vidal-Naquet, le sociologue, qui s'appelle « Enfermer maman » et qui montre comment une famille a décidé d'enfermer la mère dans un appartement pour son bien et comment la décision a peu à peu évolué entre les différents protagonistes, les soignants, les différents intervenants de la décision. On voit que la décision évolue dans le temps, comme cela a été dit, et qu'elle change souvent de cap. Alors j'aimerais un peu revenir sur le processus décisionnel, même s'il est un peu tard, mais ce ne sera pas si long que ça. On peut dire que le processus décisionnel est constitué de plusieurs phases, phases de décision qui comportent qui sont elles-mêmes des décisions en fait, c'est un peu compliqué, et qui supposent d'être partagées, ces décisions. Donc, première phase dans le processus de décision, je dirais que c'est la phase de problématisation. C'est peut-être pour ça que la décision, à mon avis, est d'abord, au sens chronologique de d'abord, un acte affectif, et non pas peut-être un acte intellectuel, elle le devient ensuite, mais la décision est d'abord un acte affectif, parce que la décision intervient toujours quand ceux qui la prennent pensent qu'il faut décider quelque chose. Autrement dit, il y a décision quand il y a crise, quand on pense que la situation pose problème et qu'il faut décider quelque chose. Donc, à ce titre, il y a décision qu'il faut décider quelque chose. Et évidemment, la décision « on ne change rien » après qu'on a décidé qu'il faut changer quelque chose reste possible. Mais le premier acte de décision, c'est bien « il y a problème, il faut décider quelque chose ». Cette première décision, finalement, bien sûr, doit être partagée.
mais elle ne doit pas être partagée seulement entre personnes, elle doit être partagée entre personnes qui partagent une communauté d'intérêts, c'est-à-dire qui ont des intérêts communs, et donc pas avec tout le monde. Par exemple, ma décision d'aller courir le matin, tous les jours, ne concerne personne d'autre que moi. Voilà, ça ne concerne que moi. La décision pour un service de changer les horaires de visite du service concerne les personnes du service et personne d'autre. Et c'est en ce sens que le devoir de partage dont parlait Emmanuel peut s'avérer gênant dans certains cas. Mais même si le cadre de la décision est de facto délimité, localisé, situé dans le temps, comme le disait Laurent Baugerie, contraint par des ressources limitées, il n'est toutefois pas toujours facile de délimiter cette communauté d'intérêts, la communauté légitime pour décider. Qui est légitime pour décider? Qui est impliqué par une décision? Eh bien, cette question ne va pas nécessairement de soi. Et on a parfois tendance à réduire le périmètre des personnes concernées à un cercle assez étroit de personnes dites compétentes. L'économie serait une affaire d'économistes, la décision dite médicale serait une affaire de médecins, alors que précisément ces décisions impliquent beaucoup plus que les économistes ou les médecins. Alors, il y a finalement deux ressources pour créer cette communauté d'intérêts. C'est bien sûr le lien humain, comme ça a été dit, la confiance, qui permet de faire en sorte que tous se sentent concernés par un problème commun. Mais il y a aussi une autre ressource qui est l'éthique, et qui joue à mon avis un rôle fondamental. L'éthique, ça peut être défini comme ce travail de réflexion par lequel on élargit à une communauté d'intérêts et de responsabilités des problèmes qui semblent d'abord vécus comme sectoriels, particuliers. Et on voit bien que tout problème est enchevêtré dans des problèmes plus vastes et que le travail de l'éthique, c'est précisément de mettre en évidence ces problèmes plus vastes dans lesquels des problèmes apparemment particuliers sont enchevêtrés. Une décision concernant la prise ou non d'un médicament implique, comme ça a été dit, des décisions politiques sur la mise sur le marché de ce médicament, par exemple. On voit bien que l'éthique, ici, fait ce travail de problématisation, donne une résonance, est une caisse de résonance et d'intelligibilité. C'est un facteur d'intelligibilité à des problèmes, à des conflits de valeurs qui peuvent se poser. Donc ça, c'est la première phase, la phase de problématisation. Et sitôt que le problème est posé, sitôt qu'on décide qu'il y a problème, sitôt qu'il y a quelque chose à décider, on est embarqué, comme le disait Laurent Baugerie, on effectue une décision qui nous force à décider ensuite. On ne peut pas ne pas décider, car ne pas décider, c'est décider. Deuxième temps, donc, l'acte décisif, ce à quoi on a tendance à réduire parfois la décision. La grande question, c'est de savoir si le fait d'être concerné par un problème donne un droit à décider de l'issue qu'on donnera à ce problème. Donc, est-ce que le fait d'être concerné par un problème donne le droit de décider de son issue? Alors, le paternaliste, lui, si je caricature un peu, répond non à cette question. Ce n'est pas parce qu'on est concerné par un problème qu'on doit décider de l'issue. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout état de cause, si on parle d'une décision qui est véritablement partagée, elle n'implique pas seulement un partage de la délibération, mais aussi un partage de la décision. Puisque, à mon avis, l'acte de décision, l'acte de trancher, est indissociable de la délibération qui le précède. C'est ce que disait Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Toute action est la conclusion d'un raisonnement qui implique une phase de délibération. Donc il y a un lien entre la délibération et la décision. Pourquoi? Parce qu'on ne délibère pas du tout de la même façon, selon qu'on décide ensuite ou non, finalement. Quand on est engagé dans un raisonnement pratique, finalement, et qu'on doit décider à la fin de la délibération, on ne délibère pas du tout de la même façon que si on est juste un éclaireur, si on est juste là pour donner un conseil. Évidemment, la délibération n'aura pas du tout la même chose. Alors finalement, quand on dit le patient décide de faire confiance et participe à la délibération et le médecin décide du traitement, on n'est pas du tout, à mon avis, dans une décision partagée, comme on le disait. Il faut bien sûr que le patient soit aussi décideur du traitement pour qu'on soit dans une décision partagée. Enfin, c'est mon avis, bien sûr. Dernier point, toujours sur cette phase de la décision qui tranche. Aujourd'hui, ça a été dit beaucoup, ce qui est problématique, c'est la délégation de cet éclairage
de la décision, donc de la délibération, à des outils techniques qui pourraient précisément mettre en cause la décision partagée. Alors dans la revue française d'éthique appliquée qui consacre le premier numéro donc, à la décision, il y a un article sur un logiciel d'aide à la décision en cancérologie qui s'appelle Adjuvant Online et qui vise à aider la décision de savoir si une femme doit recevoir un traitement adjuvant après une mastectomie. Le problème que mettent en évidence les auteurs, ce n'est pas tant la fin de la présence physique du médecin ou du soignant que la présentation par ce logiciel de solutions évidentes qui ne se discutent plus et qui donneraient lieu à une décision qui viendrait immédiatement la conclure. Donc il y a vraiment une solidarité qui doit être préservée entre la délibération et la décision. L'autre exemple, c'est les drones et le livre de Grégoire Chamaillou sur les drones. Voilà. Alors, dernière étape du processus décisionnel, l'après-décision, qui, à mon avis, fait encore partie de la décision. La décision ne s'arrête pas après l'acte décisif. Une décision ne prend jamais vraiment fin, car toute décision crée un précédent, modifie les décisions qui seront prises après elle, et si la décision peut être irréversible dans certains cas, elle s'inscrit toujours dans un enchaînement d'actions qui la dépasse largement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que la délibération est un moment fondamental de la décision, puisque c'est parce qu'il y a eu délibération que les autres possibilités sont encore présentes dans l'esprit de ceux qui ont participé à cette décision. Et donc, la délibération permet de revenir éventuellement sur des décisions qui ont été prises. Alors, pour conclure, finalement, que doit-on partager pour décider? Je dirais qu'on doit... pardon. C'est dommage pour la conclusion d'avoir une hésitation comme ça, mais je pense qu'on doit tout partager dans la décision, mais que tous ne sont pas habilités à tout partager. Je pense qu'il faut considérer qu'on doit décider de tout, mais que tous ne doivent pas décider de tout, plutôt que de considérer que tous doivent pouvoir décider un peu. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà. Donc c'est la différence que je ferai entre les deux partages de la décision. Tout le monde n'a pas le droit de décider, voilà, d'accord, mais sitôt qu'on est concerné par une décision, on doit décider de tout. Voilà. Voilà. C'est tout. Je vous remercie. Merci à Paul Loup. Même quand on ne comprend pas, on te comprend. Et c'est ça la force de conviction que tu as acquis à travers les années. Non, c'était superbe. Quand il y a une belle conclusion, c'est que des choses importantes se sont dites. Et l'important ne s'est peut-être pas dit, si chacun pense à sa manière à ce qu'était l'objet de notre rencontre. Alors il y aura la prochaine rencontre au mois de juin. Soyez attentifs à l'actualité de l'espace éthique. On ne sait plus comment on vit, on ne sait plus où on est du jour au lendemain, tellement on en fait en ce moment. Mais le mois de juin, ça sera un mois surtout très chargé au niveau scientifique. Hein. C'est un mois scientifique important puisque dans nos préoccupations, il y a l'éthique du soin, l'éthique de la recherche est aussi une préoccupation importante, donc vous regarderez un petit peu quelle est l'actualité. Puis je vous invite aussi à retrouver, vous regarderez sur le site, nos rencontres. On a un cycle de 5 conférences importantes, c'est des débats sur la fin de vie, sur la loi du 2 février 2016. On a commencé hier dans la grande salle des fêtes, il y avait un grand public par rapport à ces questions et on est en train de décortiquer toutes les avancées qu'induit cette nouvelle législation. Puis dernier point, comme je l'ai suggéré, donc vous pouvez éventuellement envoyer vos suggestions à Sébastien. Alors je remercie bien sûr Patrice Dubos pour ce travail de nous mettre en forme, j'allais dire toutes ces images qui nous permettent d'avoir des introductions de qualité et puis de retrouver sur le site le film de ces différentes séances. Mais Sébastien Claes, qui est le chef d'orchestre, accueillera avec beaucoup d'intérêt vos suggestions pour les thèmes qu'on va prolonger à partir de septembre prochain. Alors on a déjà quelques idées, mais c'est assez important. Si vous avez des suggestions de thématiques qui sont un peu dans la dynamique de ce qu'on a mis en place il y a quand même 5 mois, c'est ça, 4 mois, 5 mois. Voilà, sachez que ce sera les bienvenus. Voilà. Et puis pour conclure, on vous souhaite bien sûr une bonne soirée. On vous remercie d'avoir été là et puis on prend un engagement
pour Sébastien, c'est que la prochaine fois, la salle sera à nouveau la salle des fêtes, avec ces beaux fauteuils anciens qu'on aimait tant, qu'on chérit tant. Voilà, bonne soirée à tous et merci à nos intervenants, ils ont été captivants.